ça y est, les soucis de maman, tu vois? Tout ce que ma maman m'avait dit, enfin, tu vois, des fois, elle s'inquiétait pour moi, elle me disait: «Tu m'envoies un message quand tu es arrivée, ceci, cela» et toi, tu es là: «Oh maman, c'est bon, tu fais chier, lâche-moi». Puis elle te dit: «Ah mais tu verras quand tu seras maman». Ah bah là, j'ai pensé à elle et j'ai été prise vraiment d'une énorme angoisse, cette angoisse de perdre mon bébé, qu'il ait quelque chose de grave, qu'il soit malade. Et ça, vraiment, ça a été déjà la première prise de conscience. Mais vraiment, où je me suis dit: «Ah ouais, en fait, être maman, c'est ça, quoi». Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et à valoriser la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, nous explorons sans filtre, en solo ou en duo, les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Mélanie à mes côtés. Mélanie, super naturopathe que j'ai eu la chance de rencontrer pour un accompagnement il y a déjà de ça 2 ans et qui est aujourd'hui également maman d'Arthur qui aura 1 an au mois de septembre. Bonjour Mélanie, bienvenue. Bonjour Sophie, merci de m'accueillir. Ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais te présenter aux auditeurs en quelques mots, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors donc je m'appelle Mélanie Fray, je suis, originaire des Vosges en France. J'ai 33 ans. J'étais, jusque-là kinésithérapeute, donc j'ai exercé la kinésithérapie, pendant 8 bonnes années et ensuite, j'ai arrêté mon métier de kiné pour, me dédier, uniquement à ma passion qui était les thérapies alternatives et naturelles. Donc je me suis formée en naturopathie, en médecine chinoise, en énergétique, en yoga, en méditation de pleine conscience, en hypnose, enfin bref, en plein, plein de choses et ça m'a permis, bah, de développer un petit peu ma propre manière, d'accompagner les êtres humains pour les aider à devenir acteurs de leur santé. Donc j'ai accompagné énormément de femmes et je continue d'en accompagner encore un petit peu en ligne au travers d'accompagnements. C'est comme ça qu'on s'est connus et je crée aussi du contenu sur les réseaux sociaux, dans le domaine, bah, de la santé, du bien-être pour encore une fois aider les gens à s'éduquer, à être acteurs de leur santé. C'est vraiment, mon mantra, être acteur de sa santé. Voilà, je suis passionnée par ce que je fais et donc là, bah, je suis devenue maman, comme tu l'as dit, le 4 septembre, 2024. Grand changement de vie, n'est-ce pas? Ah ça oui! Grand ch Oui, c'est sûr, ouais. Bah, l'idée, ce serait peut-être de partir sur cette 1re question. Moi, j'aime bien parler de changement identitaire, on va dire qui se vit avec le fait de devenir maman, mais dont on a tellement peu conscience parce qu'on en parle tellement peu. Alors on en parle plus, c'est clair. Moi, mon fils a 10 ans aujourd'hui. Entre ce qui se dit aujourd'hui, ce qui se transmet, ce qui s'écoute au travers de magnifiques podcasts, clairement, on a plus en plus d'informations, c'est super. Et en même temps, je vois moi en coaching individuel, la plupart des mamans ont pas spécialement conscientisé que c'était vraiment un changement identitaire à la matrescence qu'on pourrait, comme on pourrait le nommer. Et donc ça va, influencer ce changement vraiment au niveau, corporel, physique, émotionnel, physiologique, enfin à plein de niveaux, hormonal, plein de choses. Est-ce que toi tu as vraiment, pris conscience, Mélanie, de ce changement identitaire et si oui, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tu l'as vécu toi? Mmh. Alors oui, c'est certain, je pense, tu peux pas passer à côté, enfin je pense en tout cas qu'on ne peut pas passer à côté et je l'ai vécu de plusieurs manières. Je l'ai déjà vécu, à la naissance avec le un petit peu si tu veux ce poids de responsabilité qui arrive au même moment que tu vois ton bébé, que tu sais que maintenant, bah, c'est plus toi, c'est lui qui passe avant tout, que c'est lui qui va gérer, surtout au début. Ça, c'est très comment dire? Ça peut être très, déstabilisant le fait que c'est lui qui gère, ton temps, tes horaires, ton planning, tout se fait en fonction de lui et puis oui, ce poids de la responsabilité, de se dire que tu as ce petit être-là qui
et en fait, sa survie dépend de toi. Tout dépend de toi, en fait, son bien-être, voilà, tu dois tout surveiller, tu dois en prendre soin et voilà, c'est ce poids des responsabilités là qui m'est un peu tombé dessus et en plus, quand Arthur est né, il a dû être hospitalisé. En fait, normalement, tu sais, tu as une visite, à la nous, on était à la clinique, Majorelle et en fait, si tu veux, le jour de la sortie, tu as une dernière visite avec, le pédiatre et au moment de cette visite, la pédiatre au stéthoscope, entend qu'Arthur a un cœur qui est lent. Donc elle se dit: «Bon, on va vérifier un petit peu, voilà» et là donc on prend les mesures et on voit qu'effectivement il descend très, très bas et que, il fait des petites désaturations. Donc du coup, elle me dit que, ben, voilà, on va l'hospitaliser. Donc on ne sort pas et on se retrouve, là, à rester là avec Arthur qui est hospitalisé et là, en plus, on a vraiment eu une phase où c'était horrible parce que nous, un peu, ce qu'on nous a juste dit, c'est: «Bon, bah, il y a quelque chose au cœur, on va vérifier c'est quoi». Donc en fait, j'ai été prise d'une angoisse et là, j'ai vraiment compris que, ah, ça y est, les soucis de maman, tu vois? Tout ce que ma maman m'avait dit, quand elle me enfin, tu vois, des fois, elle s'inquiétait pour moi, elle me disait: «Tu m'envoies un message quand tu es arrivée, ceci, cela» et toi, tu es là: «Oh maman, c'est bon, tu fais chier, lâche-moi». Ah et puis elle te dit: «Ah mais tu verras quand tu seras maman». Ah bah là, j'ai pensé à elle et j'ai été prise vraiment d'une énorme angoisse, cette angoisse de perdre mon bébé, qu'il ait quelque chose de grave, qu'il soit malade et ça vraiment, ça a été déjà la première prise de conscience. Mais vraiment où je me suis dit: «Ah ouais, en fait, être maman, c'est ça, quoi». Ouais. Non, c'est lui mon centre du monde et c'est même plus: «Est-ce que moi je vais bien?» ou quoi, c'est sur le moment, je l'ai vécu comme ça. Bien sûr qu'après non, les choses, tu Les jours changent, bien sûr. voilà, c'est l'équilibre, mais au début, tu as vraiment cette enfin moi en tout cas, j'ai vraiment eu cette sensation-là. Donc ouais, je dirais que c'était plutôt ça. C'est Le vraiment suivi médical, il a été comment avec vous? Parce que moi, je suis quand même, assez surprise de manière négative de voir comment on annonce, j'écoutais justement un podcast sur le chemin ici, après avoir déposé mon fils, comme on annonce souvent des nouvelles médicale et alors la personne partagée, là, c'était pour elle personnellement, mais de dire qu'un médecin, il va annoncer 10 fois par jour des nouvelles qui sont pas faciles à entendre. Mais nous, en tant que personne, on reçoit peut-être ça, on n'espère jamais dans notre vie, mais malheureusement, il y a des fois, on reçoit des nouvelles qui sont pas top, mais c'est pas facile à accueillir comme nouvelle et malheureusement, il y a peu de médecins qui ont fait la psychologie, je pense. C'est pas toujours simple. elle, en fait, sur le moment, elle s'est pas rendue compte, la pédiatre. Elle s'est pas rendue compte et moi après, en fait, c'est simple, j'ai fait que pleurer et comme c'était censé être le jour où on sortait, j'avais les visites, bah, des gynécologues, et cetera. Donc en fait, j'ai été vue par, je crois, les sages-femmes et les gynécologues qui m'ont vue en fait en sanglots, totalement, un peu dévastée quoi, totalement perdue, enfin voilà, un peu désorientée et du coup, je pense qu'elles ont prévenu la pédiatre et parce que moi aussi j'ai insisté, j'ai dit: «Ah mais franchement, j'aimerais bien qu'on m'explique quoi, la pédiatre elle nous annonce ça comme ça, je sais pas si mon bébé il doit être opéré du cœur, si on soupçonne une maladie grave», enfin bref et donc elle est revenue, elle s'est excusée d'avoir annoncé ça, voilà un peu comme ça et elle a pris le temps de nous expliquer, voilà, qu'est-ce que ça pouvait être, pourquoi il le gardait et les examens qui allaient être faits et puis bon, au final, il s'avérait juste qu'Arthur avait un cœur de sportif, quoi, tu vois? Donc OK, qui était déjà comme ses parents, du coup. c'est que c'est ça, c'est-à-dire que, il a été, donc scopé, en néonat, tout un week-end et en fait, on voyait bien que certes, ça descendait bas, mais il remontait. En fait, le cœur faisait ça, le cœur avait une grande variabilité, donc il descendait bas et il montait haut et puis des fois, il était dans les moyennes, enfin et il a eu un examen par un cardiopédiatre, donc échographie, et cetera, ECG, puis finalement, non, il y avait aucune maladie, c'est son cœur à lui qui gère comme ça, en fait. Ouais. Donc toutes ces peurs, énormes, «rien» entre guillemets. Bon, ça nous a quand même, tu vois, rendus très vigilants par rapport à ça, du coup, on a acheté une chaussette, tu sais, connectée pour, Mmh. suivre le cœur la nuit et cetera, être réveillé si jamais il y avait quoi que ce soit, mais au final, tout s'est très bien passé. Mais c'est vrai que voilà, ce moment-là, pour moi, ça a été, j'ai senti, tu vois, déjà donc ce premier poids des responsabilités,
Puis, tu vois, c'est vrai, des fois, j'écoute des podcasts, il y a beaucoup de mamans qui disent qu'elles ont pas eu cet amour inconditionnel, quand elles ont vu leur bébé, que ça leur a demandé du temps, et cetera. Moi, non. En fait, mon bébé, j'ai eu la sensation vraiment de l'aimer, d'être connectée à lui dès que j'ai été enceinte et quand il est arrivé, ça a été mais une explosion d'amour, quoi. J'arrêtais pas de le regarder et puis je disais à mon mari, je disais: «Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau, mais c'est vraiment le plus beau des bébés, il est parfait, mais regarde-le comme il est beau, comme il est parfait». Enfin vraiment, ça a été une explosion d'amour et même encore aujourd'hui, c'est voilà, voilà et l'autre gap, c'est d'avoir eu vraiment peu de temps après donc ça déjà, tu vois, ça m'a déjà permis de me rendre compte un peu, ce qu'allait être ma vie maintenant. Et à partir de là, quand on est rentré à la maison, qu'on a vécu nos premières semaines avec lui, j'ai eu vraiment la sensation d'un voile qui s'est levé. Mais vraiment de ne plus voir le monde de la même manière. OK. Ouais, c'est-à-dire que, maintenant je voyais vraiment les mamans. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Avant quand je croisais une maman, c'était une maman quoi, elle a des enfants. Maintenant, je vois une maman, je sais. Je sais ce qu'elle a vécu, enfin, tu sais jamais vraiment ce qu'une maman a vécu, hein, parce qu'on a toutes des expériences différentes avec nos enfants. Mais tu la vois plus de la même manière et donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit à mes amies qui étaient mamans. Je leur ai dit: «Ah mais en fait, je vous vois plus comme avant», puis je me souviens, mes amies qui ont 2 enfants, je leur disais même: «Mais vous êtes des warriors, en fait». Tu vois? Tu vois, j'ai vraiment eu un peu ce lever de voile-là qu'en fait, c'est comme si, tout ce temps avant, j'avais vécu en fait dans un autre monde et que là maintenant, bah, je vivais dans un autre monde. Ouais. Tu vois? Et je m'en suis voulu aussi de ne pas avoir assez écrit à mes copines lorsqu'elles étaient enceintes, je m'en suis voulu de tu vois, de mais bon, c'est normal quand tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est. Tu sais Clair. ce que c'est. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un voile qui s'est levé. Il y a vraiment un voile qui s'est levé sur la maternité, et ne plus voir, mes amies qui étaient mamans de la même manière, ouais. Moi, j'ai un sentiment de compassion chaque fois que je croise une maman, tu vois, en dehors de mon travail de coaching et d'accompagnement, que ce soit, au parc ou, je sais pas moi, dans un avion où tu vois, c'est compliqué avec l'enfant qui pleure et la maman qui est désarmée et qui sait pas quoi faire parce qu'elle est embêtée que son enfant pleure, mais elle est surtout embêtée de ce que ça fait autour d'elle et moi, c'est vraiment un sentiment très fort de compassion que j'ai et j'essaie d'ailleurs de capter son regard à ce moment-là pour vraiment dire, «On est là», tu vois? Et même voir, je pourrais même intervenir à certains moments, ça m'est déjà arrivé et ça, là, je dois sentir vraiment la connexion qui se fait avec la maman pour ne pas faire la maman interventionniste non plus, qui vient se mêler de ce qui ne la regarde pas, tu vois? Mais je pense que, ouais, je vois très bien ce dont tu parles par rapport à cette compassion du fait de maintenant on sait tout ce que ça engendre d'être maman, ben, on est ensemble, on est sur le même bateau, quoi, clairement. C'est ça et encore, tu sais, j'ai envie de te dire, on n'est pas, non plus toutes sur le même bateau parce que tu as des mamans qui ont des enfants qui sont malades, qui ont des maladies. On apprend très tôt que leur enfant, a un cancer ou que leur enfant vivra, toute sa vie avec, une maladie, rare, enfin, tu vois? Moi, je m'estime, énormément heureuse et chaque jour qui passe, je remercie le bon Dieu et enfin, je le remercie, qu'on soit tous en bonne santé et voilà, je me dis: «Bah, voilà, on a énormément de chance». En fait, tu vois? On vit déjà dans cette sorte d'abondance de la santé. Après, je pense encore une fois, il y a 2 choses dans ma vie qui me permettent de vraiment me rendre compte de la chance de ça. C'est d'une part la maladie de mon père qui l'a emporté et aussi, bah, cet événement qui est arrivé là, à la maternité, enfin à la clinique, où là je me suis dit: «Mais attends, le ciel me tombe sur la tête quoi». Là, si on m'annonce que mon bébé a une maladie grave au cœur et qu'on me l'enlève, c'est pour moi, c'est la fin du monde, tu vois? Genre, je sais pas si je me relève et ça m'a vraiment fait prendre conscience que, OK, si ta famille, tes enfants sont en bonne santé, tu as déjà tout, en fait. Tu as déjà Clair. tout et donc voilà, moi je considère, que là, j'ai énormément de chance et j'ai encore plus d'estime pour,
bah, pour les mamans, voilà, qui ont un enfant en difficulté ou qui est malade, parce que c'est encore plus compliqué. Tu vis avec encore plus de pleurs, je pense que ça doit vraiment pas être évident, quoi. C'est clair. Bah, écoute, pour te partager, mon quotidien, moi, d'avoir un enfant avec une maladie génétique, c'est encore un autre voile qui se lève et encore une autre façon de voir la vie et l'idée, c'est justement de la voir, avec beaucoup de positif et de trouver du sens là-dedans et c'est ça qui est important et tu pourrais discuter avec beaucoup de femmes, de mamans ou de parents qui se retrouvent dans ma situation. Alors de nouveau, toutes les situations aucune situation n'est comparable, je vais le dire comme ça. Et en même temps, c'est de nouveau la possibilité de voir la vie autrement et de les voir comme un soleil, tu vois? Qui t'amène d'autres choses encore, de voir la vie encore différemment. Moi, je dis toujours que Nathan, il m'apprend, la patience, la résilience. Mon Dieu, ce mot résilience, ça a été un truc, incroyable, vraiment de s'adapter en fonction de chaque «nouveauté» entre guillemets qui arrive par rapport à ses symptômes de maladie et cetera et c'est ça, je pense et déjà dans la maternité, je vais pas dire classique, parce que pour moi, il y a pas de maternité classique ou normale, mais c'est ça qui est important pour chacune d'entre nous, c'est accueillir chaque fois ce qui arrive et voir qu'est-ce qu'on en fait. Tu vois? Je pense que c'est ça qui est important dans tout événement de notre vie, c'est finalement: «OK, ben, je peux pas, ne pas, pas éviter les choses» et c'est beaucoup ça que je dis aussi en coaching avec les mamans que j'accompagne, c'est qu'on peut pas éviter les choses. Par contre, on peut travailler sur comment on réagit, par rapport aux événements et c'est ça qui compte, en fait. Ouais, bah, oui, 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 totalement, ouais. Mais moi aussi, c'est pareil, j'ai vraiment pris la conscience du mot résilience, mais quand mon papa, a été malade, parce que je l'ai accompagné pendant 2 ans, il a eu un cancer et je l'ai accompagné aussi à ses derniers instants et ouais, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ce qu'était la résilience, ouais. Mmh. Ouais, ça fait partie de mes mots, j'en ai des frissons. Par rapport à ta vie d'avant, Mélanie, parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui, bah, y a rien à faire, devenir parent aussi, c'est faire un deuil de pas mal de choses de sa vie d'avant et ça on n'en a pas toujours conscience non plus et c'est pourtant important. S'il y a des femmes qui courent après: «Oui, mais avant je faisais ci, avant je faisais ça et je voudrais faire comme avant» et donc tout le travail aussi dans le coaching, c'est de dire: «Bah oui, il y a des deuils à faire par rapport à cette vie d'avant. Aujourd'hui ta vie elle est différente». Toi, c'est quoi, les gros repères qui ont changé par rapport à ta vie d'avant, avant que tu sois maman? C'est le fait de pouvoir vraiment, t'écouter et faire, ce que tu as envie pour toi à n'importe quel moment. C'est-à-dire, bah, il y a des fois, tu vois, j'aimerais bien travailler jusque 19:00, bah, non, je peux pas, dès 18:00, Arthur est de retour, faut s'en occuper. Il y a des fois, j'aimerais pouvoir, juste en fait, voilà quoi, t'écouter, suivre ton rythme, arrêter de bosser à 18:30, aller faire du sport, revenir, prendre ta douche tranquille, manger tranquille, et ben non en fait, hein, une fois que tu es maman, voilà, c'est tu t'arrêtes de bosser à 17:45, tu vas chercher Arthur et puis, bah, à 18:00, à partir de 18:00, tu connais, hein, le fameux tunnel du soir. Il y a tout un rythme qui se met en place. Donc nous, on fait notre balade à pied en famille. Après, bah, on mange, le bain, le biberon, le dodo et et voilà. Donc ça déjà, c'est une première chose, c'est tu ne peux plus, faire comme toi, tu as envie pour toi. Voilà. Puis après, bon, il y a, voilà, le fait pareil de pouvoir planifier des choses en amoureux, tu vois? De se dire: «Bah, tiens, là, on va partir en week-end ici. Tiens, là», mais tu vois, parce qu'on il y en a qui peuvent se dire: «Mais ça, on peut très bien le faire en famille». Voyager, se faire des week-ends, oui, mais c'est Pas pareil quand même, hein. non, voilà et c'est plus le fait de se dire le faire en amoureux, tu vois? Retrouver des moments en amoureux, de cette complicité, donc là, Arthur va avoir 1 an, on va seulement pouvoir on s'autorise seulement, tu vois, à se dire: «Bah, tiens, là, on va se prévoir ça». Donc là, par exemple, tu vois, nous, ça faisait, on a fêté nos 10 ans de couple, là, le 21 juin et nos 2 ans de mariage, c'était, le 8 juillet. Et du coup, tu vois, nous, on adore les parcs d'attractions et donc là, on va s'offrir une journée au parc Astérix et donc on part la veille. Là, c'est fin juillet qu'on fait ça et donc ça va être la première nuit où je vais laisser mon bébé à ma maman et là, tu vois, je pense c'est pareil, ça va être encore une étape et donc bon, ça va nous faire du bien, je pense. On va être content de se retrouver, de vivre un moment rien qu'à nous, mais tu vois, genre, une nuit plus une journée quoi, parce que oui, sinon on peut se refaire des petits moments rien qu'à nous, un petit resto, une petite aprèm,
mais c'est pas pareil, que quand tu étais, que couple, en fait. Bien sûr. Là, voilà, ça y est, je pense qu'une fois qu'il va avoir 1 an, on va peut-être s'autoriser un peu plus à s'offrir peut-être des petits week-ends, des petites choses comme ça. Mais ouais, c'est ça peut-être, ce gros changement Ouais. en termes de temps, d'organisation, de ce qui change, pour nous. Après, avec mon mari, on a quand même la chance, d'avoir des métiers où on est très, très libre parce qu'on est entrepreneurs tous les 2. Donc je veux dire, on amène, le petit chez la nounou le matin, mais toute la journée, on est à la maison, on est tous les 2. Donc des fois, on va faire un peu de sport ensemble, on se retrouve pour manger, on arrive quand même, voilà, à avoir des moments pour nous et puis que ça soit pour nous en termes de couple, mais aussi en termes, de d'activités sportives. Tu vois? Moi, tous les jours, je fais une activité sportive qui me fait du bien, donc j'arrive à retrouver des choses quand même qui me nourrissent. Ouais. Mais mais voilà, je dirais que le plus compliqué, c'est ça, quoi. C'est ça. Oui, parce que toi, tu es quelqu'un effectivement de très sportive et qui avait pas mal de pratiques, aussi une pratique de yoga le matin, plus, une activité sportive effectivement dans la journée, beaucoup marché et cetera. C'est clair que j'imagine que dans ces premières années de maternité, tu as dû tout un temps faire une croix ou en tout cas beaucoup réduire ces temps-là et que c'est pas facile et que ça peut générer et c'est tout à fait naturel des sentiments de frustration quand même de pas avoir ce temps pour soi, alors qu'on a finalement, on fait ça parce qu'on en a besoin aussi, que c'est important pour notre équilibre et tu la première à le partager justement en accompagnement. C'est essentiel et en même temps, tout un temps de se dire: «Bah, en fait, là, pour le moment, je sais pas le faire» et en même temps, ça reviendra. Mais c'est quand le bon moment et quand est-ce que ça se met? Quand est-ce que je peux recommencer à penser à moi aussi, Après, c'est vrai que, tu vois, le yoga le matin, j'ai quand même toujours réussi à en faire quand même plus ou moins. Mais voilà, c'est sûr que tu adaptes, des fois, c'est juste 5 minutes et puis des fois, tu arrives à faire 30 minutes, tu es content. Et ouais, ouais, j'ai toujours fait en sorte quand même de placer cette priorité-là dans ma journée, pour me sentir bien. Donc bah, des fois, tu sais, au tout début, bah, je mettais Arthur sur son petit transat et puis il me regardait et puis, tu vois? Tu apprends à faire différemment, en fait. Tu apprends à faire différemment. ouais. Il vaut mieux un petit peu que pas du tout finalement, parce que quand on quitte vraiment la pratique, bon le sport de toute façon pendant quelques mois tu sais pas en faire et ça c'est tout à fait logique, il faut le temps que le corps se remette et en même temps il y a d'autres choses dont tu as besoin et moi je pars du principe qu'il vaut mieux, je préfère faire, 10 minutes de yoga que pas en faire du tout. Mmh. Ouais. Moi j'aime bien le soir, mon fils il s'agite encore pas mal à aller: «Ah je dois encore aller faire ci, je dois encore aller faire ça» et je dis: «Bah va faire ton truc, tu sais quoi?» et moi je suis sur son lit et du coup, je fais mes étirements, un peu de yoga. Alors c'est pas dans la méditation que je voudrais, mais en tout cas, je suis quand même là en présence avec mon corps et ça me permet quand même de remobiliser tout ça et je me dis: «Bah, voilà, les 5 10 minutes», au lieu de me dire: «Hey Nathan, reviens, fais ci, fais ça». Moi, je me dis: «Bah, non, écoute, il est là autour et moi, je fais mes étirements, mes trucs et tout ça et tout le monde est bien, quoi». C'est important et par rapport au couple, je pense que c'est aussi très important de bien mentionner que c'est un fameux changement aussi pour le couple, parce qu'on devient, parent et le couple, bah, du coup, toute cette intimité, ce temps pour soi, parce qu'on dit que c'est l'enfant qui passe avant nous-mêmes, notre identité propre, mais clairement, ça passe aussi avant le couple et que c'est pas toujours facile et que, l'un ou l'autre peut se sentir, oublié ou mis de côté et tout ça et que de nouveau, tout ça, c'est un temps. C'est, le temps de notre enfant qui est fort dépendant de nous et après, c'est à nous de remettre des choses en place. Alors toi, tu parles d'un week-end, d'une journée, ou d'une journée, une nuit et cetera. Mais, moi je partage souvent aussi en atelier ou en coaching de se dire, bah, avant d'atteindre le week-end qui est quand même, un certain objectif, c'est pourquoi pas déjà se mettre des temps, tu vois? La semaine, le soir, une fois que bébé il est au lit, d'avoir un temps juste à 2 où il y a pas de portable, il y a pas de télévision, il y a rien et on est juste ensemble et on passe un moment, on se fait des grains au plat ou même pas, enfin, tu vois? Peu importe, mais on est ensemble, sans bébé et sans distraction surtout, parce qu'aujourd'hui avec ces téléphones et le reste, ben, c'est compliqué aussi d'être en pleine, présence de l'autre aussi et donc je pense que déjà s'accorder des temps comme ça, tu vois? Régulièrement avant de pouvoir, faire garder, par mamie ou, pouvoir se déplacer parce que c'est toujours un peu compliqué de pouvoir laisser son bébé. On peut aussi s'accorder des temps, qui sont importants pour nous, quoi, vraiment. Ouais, ouais, si ça, nous, on a je veux dire, en plus, ça nous a soudés encore plus, tu vois, l'arrivée d'Arthur. Donc nous, je sais que, voilà, quand il arrivait à dormir, à faire une petite sieste, là, hop, on se retrouvait et on faisait une sieste nous aussi, tu vois? Juste un câlin, de repos, tu vois? Ça fait du bien,
plus, tu as la sensation que voilà, tu es pas toute seule un peu, dans la «galère» entre guillemets. Donc c'était notre temps de repos donc ouais, ouais, mais c'est sûr, c'est pas évident, encore une fois, moi, je me sens privilégiée parce que j'avais mon mari à la maison tout le temps avec moi, tu vois? En plus de ça, il avait prévenu ses équipes, tout donc les gens savaient que pendant un certain temps, Gauthier, il était là, mais qu'à moitié, quoi et qu'il était surtout, dans son rôle de papa, de mari, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance, je conçois que ça peut être vraiment beaucoup plus compliqué pour des femmes, bah, qui se retrouvent seules au bout alors je sais pas ce que vous avez vous en Belgique, mais nous en France maintenant les hommes ils ont 7 jours de congé paternité je crois. Ils ont droit à 7 jours et donc bah, passé ces 7 jours-là, bah, ils retournent bosser quoi donc la maman se retrouve toute seule avec son bébé et Dieu sait combien c'est compliqué les premières journées, les premières semaines en fait. Bien sûr. Se sentir complètement débordée, démunie, donc franchement, moi, voilà, je pense que alors on a de la chance et en même temps, on a cette situation-là parce qu'on l'a voulu, on l'a créée, tu vois? Bien sûr. La moitié de la chance, hein, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que, ça peut être, je pense, très, très compliqué si, on est en mode, métro boulot dodo, qu'en tant que femme, bah, ton mari, il repart comme ça, au bout de 7 jours, ou 2 semaines et que toi, tu te retrouves seule avec un tout petit nourrisson, ouais, c'est compliqué, hein et je pense, clairement, que, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui font de la dépression du postpartum, à cause de ça et franchement, c'est tout à fait légitime, en fait. C'est tout à fait légitime. Une femme ne devrait pas se retrouver toute seule à devoir s'occuper d'un nourrisson à temps plein, en fait. C'est enfin, je veux dire, ça se passait pas comme ça avant, on n'est pas programmé pour ça. Non. On C'est peut vivre en communauté et il y a l'adage, «Il faut un village pour élever un enfant», mais il y a tellement plus ça chez nous aujourd'hui, quoi. en fait, c'est créer un stress, et de la fatigue, mais inutilement et en fait, enfin, je veux dire, tu vois, moi, ça me fait de la peine, tu vois, des femmes qui s'excusent d'avoir vécu une dépression du postpartum ou qui se sentent, plus nulles alors qu'en fait, non, c'est totalement légitime, tu vois? Enfin, si tu t'es retrouvée toute seu en pour en plus que l'accouchement ne se soit pas bien passé et que ton mari ensuite reparte bosser 7 jours après, je pense qu'il y a sincèrement, 95 ou 90 de faire une dépression du postpartum dans ces conditions-là et en fait, je trouve qu'on devrait plus le dire, tu vois? Dire: «Mais attends, c'est normal, tu es dans la situation qui amène à la dépression du postpartum. C'est pas toi qui bug, c'est pas toi qui as un souci, c'est la société qui fait la dépression du postpartum». En fait, c'est pas une maman qui accouche, c'est, une famille qui se construit, en fait, donc il y a un nouvel être qui arrive, donc en fait, je veux dire le papa devrait être à la maison, au moins 2 mois, les 2 premiers mois avec la femme pour, apprendre, co-gérer et si, il doit repartir, ben, on devrait mettre, je sais pas, une nanny ou quelqu'un qui est là pour aider la maman à temps plein, en fait. C'est heu, idéaliste ce que je dis, mais en fait, à un moment donné, je trouve que voilà, puis du coup, tu vois, ce qui est encore plus horrible, c'est que les femmes se mettent énormément la pression, quoi. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être ce truc aussi, du coup, bah, moi, je suis une merde, en fait, j'y arrive pas. Alors qu'en fait, c'est tout à fait normal, tu vois? C'est Après, il y a l'injonction aussi de dire, «Je suis une meuf, je suis pas normale», comme tu dis, parce qu'en fait, elles se disent, «Parce que moi, finalement, je fais rien de mes journées. Mon mari, il bosse et en fait, quand il rentre, ben, je suis potentiellement pas lavée, j'ai pas eu le temps de faire le ménage, je lui ai pas fait à manger, bah, j'ai rien fait» et alors là, non, tu n'as pas rien fait. Tu t'es occupée de ton enfant, ton nouveau-né, toute la journée, comme tu dis, souvent toute seule. C'est énorme ce que tu as fait, en fait. Mais la société, elle valorise pas du tout ça, en fait. Et donc les femmes, elles se sentent effectivement, oui, pas bien et dans la culpabilité de pas se sentir bien et de 2 de soi-disant rien faire. Mais tu as rien à faire, tu as juste à être à ton enfant qui a besoin de sa maman, qui a besoin de ses parents, comme tu le dis très bien, parce qu'il aurait autant besoin aussi de son papa à ses côtés. C'est tellement énorme ce travail de ces premiers mois et non, on est dans l'injonction de: «Bah, tu bosses pas donc en fait, tu sers à rien, oui, bah, tu t'occupes de ton bébé et en même temps qu'est-ce que c'est?» Enfin, c'est juste énorme et de nouveau, faut l'avoir vécu, je pense, pour le savoir, à nouveau.
Sans compter les femmes à qui on met la pression, pour qu'elles retournent au travail le plus vite possible, tu vois? Ouais, je vois très bien, oui. Je trouve que c'est vraiment compliqué, hein, c'est pas évident. Et chez nous, en fait, en Belgique, tu parlais tout à l'heure, nous, on a un congé de paternité qui est un peu plus long, mais qui est pas obligatoire. Et donc, il y a la pression sociétale aussi pour le père de se dire: «Mais attends, bah, ta femme, elle est à la maison, tu pas besoin de rester là, c'est bon», en gros, c'est soit un homme et revient bosser, quoi. On est vraiment encore dans des injonctions sociales débiles de penser qu'en fait, l'homme, il doit juste être au travail, ramener l'argent et que la femme, elle doit être au foyer et juste, s'occuper de ses enfants, quoi. Et je fais exprès de mettre «juste» avec des gros guillemets parce qu'on pense que c'est facile. Il y avait encore, une nouvelle pub, qui a tourné sur Insta, je pense la semaine passée, où tu as un monsieur qui parle de la description d'un boulot. Alors tu as des gens en visio, alors il explique tout ce que c'est, machin, que c'est du H24, qu'il y a pas de congé et qu'en fait de la nuit, on peut être appelable tout le temps et cetera, et au fait, c'est pas payé. Alors les gens qui se disent: «Beh, c'est quoi pour un job?» et cetera. Moi, j'en veux pas. Il dit: «Bah, vous savez qu'il y a des millions de personnes qui font ça dans le monde», et en fait, il finit par, «Bah, en fait, c'est le travail d'une maman», et là, tu as tous les gens: «Ah ouais, mais c'est tellement vrai!» Et donc tu vois, quand tu remets ça dans le contexte, en fait, vraiment du travail, les gens se disent: «Ah ouais, mais en fait, c'est dingue». Parce que de nouveau, c'est pas valorisé, quoi. Oui, bah, oui, oui, oui. Non, mais Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de changements à faire, encore aujourd'hui, autour de ça, et je te dis même les pères qui auraient la possibilité de rester plus longtemps à la maison, bah, ils se font encore juger s'ils le font parce que, c'est pas, soi-disant la bonne place, quoi. Alors que pour moi, ça partage énormément en termes de charge mentale et charge, de la famille et de coparentalité, que les pères, s'ils sont investis dès le début, bah, ils le seront après dans toute leur vie, par rapport à leurs enfants, quoi. bien sûr, oui, oui. Non, mais je pense totalement comme toi là-dessus, ouais. Mmh. C'est super important. Et toi, du coup, Mélanie, on parle beaucoup que la maternité, elle amène son lot de doutes parce que fatalement, nos enfants ne naissent pas avec un mode d'emploi et savoir comment on doit faire, et cetera. Pour toi, avec, cette expérience de quasiment un an en tant que maman, ça a été quoi ton plus gros doute dans ta maternité jusqu'à aujourd'hui? Il y en a eu plusieurs, je dirais que le premier c'était l'allaitement. L'allaitement pareil, hein, c'est un voile qui se lève, hein, tu te dis naïvement: «Bah, c'est naturel, ça va se faire tout seul» Tu parles. et en plus on nous prépare pas. On nous pré Puis même l'accouchement, tu vois? Mais en gros, on nous rabâche accouchement, accouchement, et puis, c'est tout quoi. L'allaitement, on nous en parle pas. Donc on te laisse penser que oui, c'est naturel et que ça va se faire tout seul et en fait, bah non. Non, 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 ça ne se fait pas tout seul, il y a plein de choses à mettre en place, c'est pas dit que bébé va se mettre correctement au sein, qu'il va téter correctement, va peut-être falloir l'aider, va peut-être falloir mettre des bouts de sein, va peut-être falloir mettre un dalle, c'est voilà, c'est pas évident l'allaitement donc ça, c'est pareil, ça a été, une grosse, un gros doute. Au début, moi, mon allaitement, c'était bien voilà, j'avais une belle montée de lait, sans engorgement, ça s'était bien passé. Puis après, j'ai eu une chute complète de lactation, liée justement un petit peu, si tu veux, au choc émotionnel, de l'hospitalisation. Donc là, on a dû passer, enfin, on a dû acheter, en fait, une boîte de lait infantile pour faire du mix, le temps que ma lactation reprenne. Puis après, ça a bien repris. Puis on va dire que je l'ai allaité à 90 oh j'ai quand même bien réussi les 4-5 premiers mois, puis après, tu vois, il a fallu quand même, bien complémenter avec, du lait infantile et j'ai fait 3 mastites. Donc tu vois, ça a été très compliqué, on me disait à chaque fois: «Mais arrête, tu te fais du mal, tu te rends compte? Prends des antibiotiques, tu montes à 42 fièvre, machin», donc c'est sûr, ça a pas été évident, mais bon, tu vois, j'ai tenu coûte que coûte, j'ai fait en sorte de l'allaiter le plus longtemps possible. Ça a duré, 8 mois. Donc ça déjà, ça a été le premier doute et après, le deuxième gros doute, enfin, est-ce qu'il y a eu un tu vois, moi, j'ai pas eu de doute, sur, mon rôle de maman. Comme je disais tout à l'heure, Arthur, je l'ai aimé au premier jour, dès que j'ai su que j'étais enceinte, quand il est arrivé, pareil, je lui ai toujours, dit combien je l'aimais. Enfin, tous les jours, je lui répète que je l'aime, que qu'on est heureux qu'il soit là, que la vie est plus belle avec lui, enfin donc pas de doute sur, ma parentalité, sur mon rôle de maman. Franchement, les seuls, doutes que j'ai, c'est, je sais même pas si on pourrait mettre ça dans la case de doute, c'est lié à mes peurs, en fait. C'est dès qu'il y a un petit truc, ça prend des proportions, énormes
et ça, c'est beaucoup lié au à ce que j'ai vécu avec mon papa, tu vois? Parce que moi, ce que j'ai vécu avec mon papa, ça m'a montré, en fait, qu'un malheur, ça peut arriver dans n'importe quelle famille, à n'importe quel moment et que la vie, elle peut t'enlever quelqu'un que t'aimes du plus profond de ton cœur comme ça, du jour au lendemain. Et ça, moi, cette leçon de vie, bah, si tu veux, ça m'a amené plein de choses positives parce que ça m'a, boostée, bah, justement dans ma vie entrepreneuriale. J'ai entrepris plein de choses parce que, bah, je me suis dit: «Bah, en gros, faut pas attendre, faut pas remettre à demain, faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire maintenant». Mais aussi, ça me met toujours cette sorte d'épée Damoclès au-dessus de la tête où je me dis: «Bah, attends, sois toujours vigilante parce que le moindre petit truc, ça peut, ça peut être grave et puis, ça on peut peut-être que la vie t'enlèvera ton bébé, tu vois? Donc, maintenant à chaque fois qu'il a, un petit truc, j'ai tendance à en faire peut-être trop, tu vois? À m'inquiéter trop. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que je dois apprendre à apprivoiser, et puis je pense qu'au fur et à mesure du temps, voilà, ça va aller de mieux en mieux, mais c'est ça qui est pas évident pour moi. Oui, j'entends, et je me souviens, tu l'as partagé il y a pas très longtemps sur tes réseaux autour de ça, et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment, sois toujours à l'écoute de ton cœur de maman et tes ressentis, et c'est ça qui compte finalement, et même si ça peut paraître trop ou ceci, na on s'en fout. Voilà, l'important, c'est toi d'être toujours connecté à ton cœur, ton intuition, ton ressenti, et voilà, et oui, peut-être qu'il y aura une visite ou l'autre ou un appel ou l'autre, en trop à ton ami pédiatre, hein, dont tu partageais, qui est pour le moment en congé mat et tout ça, peu importe. L'important, c'est de t'écouter, et comme tu dis, au fil du temps, ça va certainement changer, mais le principal, c'est de bien rester connecté, à soi, qui on est, ses ressentis, quoi. Je pense que c'est le plus important. C'est les mamans, elles savent, et on apprend, tout du long aussi, donc Oui, voilà, c'est ça. Mmh. vraiment, c'est ça qui est important, et justement, tu aurais, une amie, une cousine ou peu importe qui serait là à côté de toi, qui viendrait te voir, pardon, pour boire un café. J'ai voulu mettre voir et boire ensemble. Voilà, qui est enceinte. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Parce que toi, le voile, comme tu l'as dit, s'est levé, et elle, bah, c'est pas encore le cas. Donc qu'est-ce que tu aurais envie de lui partager à cette personne? Alors c'est compliqué comme question parce que pour le coup, j'aurais pas envie de projeter, plein de choses et puis de faire peur à cette amie en question, tu vois? Enfin, c'est toujours compliqué si tu veux de partager ce qu'on a vécu, notre expérience sans, projeter nos peurs et sans projeter notre expérience justement parce qu'encore une fois, chaque, grossesse est différente, chaque accouchement est différent et chaque maternité est différente et chacune le vit à sa manière et puis, je là, comme ça, si tu veux, pour moi, la question est un peu trop vague. Je pense que j'attendrai que cette amie-là me pose des questions bien précises pour répondre avec honnêteté, ce que j'ai vécu. Mais, après, par contre, s'il y avait, tu vois, genre, si on me demandait, si cette amie-là me demandait, bah, qu'est-ce que la maternité a changé dans ma vie? Bah, je dirais que ça change tout. Mmh. Tu vois? Que ça change tout et je reprendrai, tu vois, les petits trucs dont je t'ai déjà parlé, le fameux voile qui se lève, le fait que, c'est lui qui passe avant tout et c'est plus toi, le fait que, tu as, cette anxiété qui remonte, qu'il arrive toujours quelque chose à ton bébé et le fait que, bah, ouais, tu ne verras plus le monde, de la même manière. Ça, je dirais que c'est vraiment les points importants pour moi au quand on devient maman, quoi. Ouais, c'est clair qu'au-delà de tout cet amour et ce bonheur qui sont clairement présents, c'est important aussi, je pense, de partager, autour de tout ça, pour qu'après les personnes ne soient pas trop, surprises, et de nouveau qu'elles se remettent en doute elles-mêmes, alors que finalement, même si chaque maternité, comme tu l'as dit, est différente, chaque histoire est différente, on s'entremêle, on s'entrecroise, on est en tout cas en parallèle sur pas mal de choses, et donc c'est quand même important de le savoir peut-être en amont, pour ne pas se remettre en question. Moi, c'est surtout ça que j'ai envie de travailler, c'est que les gens arrêtent de s'autoflageller ou de penser que c'est elles qui sont nulles ou qui font mal les choses. Donc tout le principe de ce podcast et de ces interviews, c'est ça qui est important. Donc ce sera un bon message que tu partagerais à cette personne, je pense. C'est important, et si tu voulais que les personnes retiennent une seule idée, une seule chose de notre échange aujourd'hui, parce qu'on a partagé quand même, pas mal de choses.
qu'est-ce qui pour toi serait le message, en tout cas le plus important, que tu voudrais qu'ils retiennent? Et ben, tu sais, c'est cette fameuse phrase que j'entendais beaucoup, et qui fait énormément sens maintenant pour moi, c'est: «Tout passe». Mmh. Ouais. Tu sais que, bah, voilà, tu vas avoir une inquiétude, mais hop, ça passe, ça s'allège. Les pleurs du soir, bah, ça passera. Le fait que ton bébé soit pas réglé au niveau des siestes, ça passera. Tu t'inquiètes pas, tu auras un bébé qui sera réglé, qui fera des bonnes siestes et tu retrouveras du temps pour toi. Le fait que, il fasse pas ses nuits, ça passe. Il y aura des moments où il fait ses nuits, peut-être il y aura des moments où il régresse un petit peu, mais pareil, ça passe. Voilà, c'est vraiment ce truc de ça passe, tout passe. Mmh. De savoir prendre les choses comme elles viennent, sans projeter, sans comment dire, aggraver les choses, par nos pensées et nos émotions. C'est vraiment, genre j'accueille, dans un état d'accueil, sans jugement, avec bienveillance pour accompagner et si on accueille avec bienveillance, bah, je pense aussi que les choses passent plus vite. Tu vois? Parce qu'au contraire, si ton bébé, il sent que, tu es dans un état, de colère, d'énervement et donc un peu de rejet de ce qui est en train de se passer, de ce qu'il est en train de vivre, je pense que ça peut être encore plus compliqué pour le bébé de réussir à retrouver, son équilibre et oui, c'est ça, son équilibre. Donc je pense que c'est important d'essayer d'être toujours dans cet état d'accueil, tu vois? D'accueil bienveillant pour que les choses passent vite et bien et puis voilà, garder en tête que ouais, tout passe quoi, c'est des phases. Mmh. Et j'aimerais ajouter, si tu permets, le fait d'accueillir aussi ces potentielles colères ou ces potentielles frustrations, parce qu'elles sont là et elles nous passent toutes au travers à un moment ou un autre, parce que la vie est chamboulée, nos timings sont plus les mêmes, nos priorités sont plus les mêmes, le temps pour nous non plus. Et donc on peut justement ressentir cette frustration et cette colère, et c'est aussi accueillir ces sentiments plus négatifs et moins bien vus par la société à nouveau, qui sont tout à fait légitimes, et justement aller se poser la question: «OK, il y a ça qui me traverse, je l'accueille, mais c'est savoir pourquoi et qu'est-ce que je peux faire justement là maintenant? Est-ce que c'est demander plus de relais? Est-ce que c'est, ce serait peut-être le temps de refaire quelque chose pour moi? Est-ce que peu importe, mais c'est aussi accueillir ces moments, ces sentiments plus négatifs aussi avec bienveillance parce qu'ils sont tout à fait légitimes et ils sont là juste pour nous envoyer, un message qu'il est important aussi d'écouter. Oui et puis de toute façon, plus on va être, dans le conflit et en rejet vers quelque chose qui se passe en nous, plus ça va prendre de l'ampleur en fait, plus ça va grossir. Donc c'est hyper important, de ouais, de toujours être dans cet état d'accueil, bienveillant et de laisser les choses nous traverser pour pouvoir, bah, les assimiler, les digérer et donc les éliminer plus facilement. Comme quand on mange quelque chose, en fait. Mmh. C'est marrant, tu penses à l'alimentation, moi ça me faisait penser au yoga, à la méditation, le moment présent, l'accueil, et voilà, tu reviens avec l'alimentation, ça me parle aussi, beaucoup. En fait, si tu veux, ces leçons-là sont tirées du yoga et de la méditation. J'ai ce discours-là parce que j'ai pratiqué énormément, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est pour faire un petit peu une image, physique. Ouais. Justement, tu vois, les personnes qui n'ont pas toutes ces connaissances-là, qui n'ont pas exploré tout ça, ben, des fois, tu vois, de donner des petites images, des petites, métaphores, ça aide à comprendre les choses. Ouais, clairement. Mes coachées te diraient qu'elles adorent toutes les métaphores que je leur partage tout le temps, que c'est beaucoup plus parlant et qu'on les retient bien mieux, c'est clair. Et tu pourras utiliser, cette métaphore-là maintenant. Super, merci Mélanie, et merci vraiment pour, ce moment de partage, ensemble en toute authenticité. C'était un plaisir de, voilà, de te connaître d'une autre façon, et merci pour, toutes les auditeurs, parce que j'espère qu'on aura aussi des papas et les auditrices qui écouteront cet échange. J'aimerais bien clôturer peut-être avec un, peut-être tu pourrais nous partager tes dernières actualités, où on peut te retrouver, ce que tu proposes en ce moment, si tu veux bien? Et bah, déjà, il y a mon livre, Les 8 piliers de ma santé, qui est disponible, dans toutes les librairies en France, à la Fnac, chez Cultura, mais aussi en Belgique, hein. Vous pouvez le retrouver à la Je confirme. donc il s'appelle «Les 8 piliers de ma santé, comment devenir acteur en toute simplicité» et puis après, on peut me retrouver sur Instagram, donc au pseudo Mélanie Be Healthy et
TikTok, Tu as des programmes actuellement en ligne, par rapport aux douleurs, par rapport à la SOS Secours, enfin je ne sais plus comment tu l'as nommé, mais est-ce que tu viens de lancer aussi dernièrement pour les vacances? Ça peut aider aussi pas mal les parents. oui, effectivement. Alors, j'ai créé un programme, sur les douleurs, soulager ses douleurs naturellement, qui est un programme qui contient, plus d'une quarantaine de vidéos et 10 e-books, puisqu'en fait, il y a 12 modules. Chaque module est dédié à une catégorie de douleur, donc par exemple, maladies inflammatoires, chroniques, les pathologies, musculaires, les douleurs traumatiques, les céphalées, les maux de tête, les douleurs intestinales, enfin bref, voilà, il y a d'autres. Hyper complet. Moi, je l'ai acheté et il est vraiment incroyable. Mélanie, ça a été de nouveau un travail, de qualité et de titan et qui nous amène, tellement d'informations et de manières de prendre soin de soi, vraiment, merci pour ça et je vous invite tous franchement à le découvrir, il est canon, vraiment. Ça me fait plaisir. Ils peuvent retrouver, le lien, enfin, il est sur mon site internet mélaniefray.com, enfin mélanie-fray.com et il y a le lien sinon, dans la bio, dans ma bio Insta. Et puis sinon là, pour les vacances d'été, oui, j'ai créé un petit livre numérique, un e-book, qui s'appelle «Kit de secours, mes meilleurs remèdes naturels pour soulager les maux de l'été», où là, bah, c'est un peu une compilation de plein de petits remèdes naturels, pour, bah, tout ce qui est coups de soleil, irritation, mycose de l'été, piqûres, d'insectes, cystite estivale, les douleurs musculaires, voilà, si on va faire de la rando ou quoi, qu'on se fait une entorse, une déchirure musculaire, enfin bref, il y a plein de conseils pour vivre un été, serein. Super, sachant qu'ici l'épisode il sortira, plutôt début septembre, mais en même temps, c'est toujours bon d'avoir ces conseils et pour ceux qui auront la chance encore de partir en vacances à ce moment-là, ce sera parfait. Oui, c'est bien de l'avoir, je pense, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut voyager à n'importe quel moment de l'année et en fait, le but, c'était aussi de proposer, si tu veux, des petites trousses, minimalistes qui soient adaptées à chaque situation. Donc par exemple, si tu es, solo ou en couple, bah, voilà ce que tu peux mettre dans ta trousse. Si tu es, enceinte ou que tu allaites, voilà ce que tu peux mettre dans ta trousse et si tu es mère de famille, voilà ce que tu peux mettre, dans ta trousse. P pour qu'à la fois ça soit minimaliste, mais que tu puisses quand même répondre à pas mal de problématiques si besoin. C'est ça, parfait. On essaie quand même de voyager le plus léger possible, hein, parce qu'avec nos enfants, qu'on se déplace finalement 2 jours ou 15, on prend quand même la moitié de la maison avec nous. Donc si on peut avoir ce qu'il faut à ce moment-là, c'est parfait. De toute façon, je mettrai les liens vers ton site internet et ton compte Insta, en description de l'épisode. Donc, merci encore Mélanie d'avoir partagé, avec nous sur ton expérience de maternité. Je te souhaite, vraiment tout le meilleur pour la suite. Je voudrais remercier tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Gap de parents. Encore merci Mélanie. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des parents qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me laisser un avis ou un commentaire, ça soutient énormément le podcast. Je vous remercie. Je vous attends également en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager votre vécu personnel et ce que cet épisode vous a aidé à conscientiser aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents.